Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau Dragon Mag hors série. C'est un peu le concept cette année, on essaie de garder le lien au fil de l'été. D'ailleurs, je vois que vous êtes tous très bien bronzés, mettez quand même un peu de crème solaire, ça vous fera pas de mal. Je suis avec le camarade Mathéo, on va essayer de débriefer Mathéo un petit peu les actualités de l'été du côté de Metz Handball. Il y en a quelques-unes qui se sont ajoutées depuis la dernière fois, on va faire le tour. On a dit qu'on reviendrait s'il y avait de l'actualité, et forcément, il y a de l'actualité. Ouais, donc on vient. Ça s'arrête jamais, vraiment. Les Dragons ont repris l'entraînement il y a un peu plus d'une semaine. Tout le monde est là, y compris les joueuses du centre de formation. Alors, tout le monde est là. Abstraction faite d'une gardienne manquante qui s'est fait une rupture des ligaments croisés. On va en reparler un tout petit peu plus tard. Mais globalement, tout se passe plutôt bien du côté de Metz Handball. Reprise assez classique. On retrouve des sourires, on retrouve de la concentration, un effectif qui a envie d'aller de l'avant. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Et Mathéo, petite différence par rapport aux années précédentes, Metz Handball s'est épargné la partie athlétisme, course sur piste, endurance, etc. qu'on retrouve encore dans beaucoup de clubs. Metz Handball avait déjà un peu mis ça de côté l'année dernière. Cette fois-ci, c'est totalement oublié. C'est clair, si vous faites du sport en club, que ce soit handball, football ou autre, c'est avec la reprise, on est content parce qu'on retrouve ses coéquipiers. En plus, là, après un titre de champion d'Europe, forcément, il y a que des sourires après des vacances. Mais ce que n'aime pas beaucoup, c'est réchausser les baskets parce que voilà, il faut monter sur la piste à la dure, les petites VMA, sous le soleil, les 15-15, etc. Et il faut croire qu'apparemment, donc Metz Handball a décidé de faire autrement dans sa préparation. C'est une petite nouveauté. Pourquoi pas franchement, c'est le plus important derrière, c'est que ça tienne au cours de la saison. Et le plus important, j'ai envie de te dire, c'est que physiquement, l'équipe soit prête. Souvent, on dit, je pense le mois de février-mars, quand les grosses échéances arrivent, pour jusqu'à fin mai, début juin. En même temps, il faut dire que les Dragons ont assez peu coupé. Elles sont allées très tard dans la saison. Elles ont pris quelques vacances. Elles ont eu un programme aussi pendant la deuxième partie de leurs vacances où elles ont pu déjà reprendre un peu l'entraînement et se remettre en condition. Les joueuses du centre de formation, il y en a une partie qui était avec l'équipe de France U20 et qui a joué le mondial en juillet en Chine. Donc le rythme, il est plutôt OK. Après, c'est peut-être aussi pour certaines recrues se mettre dans le bain, mais j'imagine qu'elles ont eu un programme adapté de ce côté-là aussi. On va voir comment ça paye lors des premiers matchs amicaux de l'été. En tout cas, pour l'instant, tous les voyants sont au vert, mais on connaît Emmanuel Mayonade. Il reste quand même toujours très prudent. Il avance pas à pas et il a conscience que les sourires, la concentration de la préparation, il faut la tenir aussi au long cours. Je vous propose d'écouter son discours. Je suis toujours prudent lorsqu'il convient de parler de la reprise, de l'état d'esprit, parce que qui est dans l'incapacité à mettre de l'énergie quand tu reprends, qui a envie de faire la gueule, qui n'a pas envie d'être positif, il n'y a pas de match, il n'y a pas de pression, on est loin de tout, donc voilà, ça se passe bien, ça se passe très très bien, on n'a pas de bobos. Bon, d'abord c'est important pour nous, on a pu récupérer tout le monde, les recrues font ce qu'elles ont à faire, on va essayer de mettre en place progressivement le projet de jeu, mais voilà, ça se passe bien, l'ambiance cliché est relativement bonne, et puis en tout cas les conditions de travail sont optimales, il ne fait pas trop chaud pour nous, pour elles je crois non plus, donc voilà, tout se passe plutôt bien, je crois. Tu m'avais parlé avant le Final Four des différents chemins qui mènent à la victoire. Là, tu es en début de saison, donc il y a des nouveaux chemins à choisir. Comment est-ce que tu l'abordes cette nouvelle saison? Est-ce que tu crains ce petit effet? On a atteint le titre suprême, maintenant on a rempli un petit peu, on a coché la case. Comment est-ce qu'on relance la machine? C'est vrai, hein. C'est ma principale préoccupation de me dire, quand ça va être dur dans l'année, est-ce qu'on va se dire, ok, je trouve les ressources, ou alors bon, ça va quoi, je fais ce que je peux et pas plus, parce que j'ai déjà gagné ou on a déjà gagné quelque chose de génial. Et le risque il est là, je sais les efforts qui ont été faits l'année dernière, je sais que rien n'a été simple, mais que dans les moments compliqués, on a toujours trouvé ces ressources. Et malheureusement, peut-être que le fait d'avoir déjà gagné va pas générer chez toi, ou même inconsciemment, et c'est sur ça que j'essaie de jouer aux filles, hein. C'est pas le conscient qui me préoccupe. Je sais bien que si j'interroge les filles, elles vont toutes me dire si j'ai envie de gagner, sauf qu'à un moment, quand on va s'approcher de janvier, février, mars, qu'on aura perdu des matchs, qu'il y aura l'attention peut-être dans le groupe apparaîtra, est-ce qu'on va se dire ok, c'est pas grave, je refais les efforts que j'ai fait l'année dernière finalement, donc voilà, c'est la préoccupation. Après, les chemins différents, ils ont commencé, hein, pas de piste, donc c'est un chemin différent, il va nous amener où, mais on est convaincu qu'on peut quand même aller au Final Four
et y afficher les ambitions sans avoir fait de piste. Alors après, par contre, c'est comment, quand. Et donc voilà, c'est notre préoccupation du début. On a envie effectivement de faire autre chose, de trouver autre chose, de trouver d'autres leviers à disposition. Et on a déjà commencé dans la prépa à prendre un chemin qui est différent. On avait celui-là, on a pris celui qui était 1 ou 2 mètres à droite. Matteo, tu comprends la prudence d'Emmanuel Mayennade, le fait qu'il avance toujours pas à pas et qu'il essaye vraiment de jauger l'attitude de son équipe? Il est obligé, il est dans ce rôle d'entraîneur, donc il est obligé de maintenir son équipe, auréolé donc de ce titre de champion d'Europe. Donc il faut maintenir cet équilibre entre ambition, collectif et aussi prudence, parce qu'il faut rester humble dans le sport, même si ça arrive aussi de dire, c'est pas honteux de dire qu'on est les meilleurs et qu'on veut gagner, c'est tout à fait normal, ça reste du sport et en plus la meilleure équipe de France et d'Europe. Donc il est dans son rôle de coach, tout simplement. Je pense que le discours est assez logique, qui plus est un discours de début de saison. On retient aussi cette phrase sur... c'était une des questions vraiment que j'avais envie de lui poser, c'est le côté, voilà, on a tout gagné. Comment est-ce qu'on remet un petit peu la machine en route et on continue à être motivé alors qu'on a remporté finalement le plus grand des trophées? C'est une interrogation qu'il avoue avoir un petit peu lui aussi, et il essaye de travailler avec ça en se disant, voilà, au cours de la saison, il va falloir continuer à leur, entre guillemets, donner fin aux joueuses pour qu'elles continuent d'aller chercher les victoires, même quand c'est dur. Comme il dit, forcément, elles vont avoir, quand on leur pose les questions, forcément qu'elles vont dire « j'ai envie de gagner ». Et c'est quand même un groupe assez jeune qui a donc remporté son premier titre européen. L'idée, je pense que derrière, c'est forcément faire quelque chose d'encore plus historique. C'est le back-to-back, c'est le mot qu'on va avoir tout au long de la saison. Pour faire une comparaison au football, Paris a gagné avec des champions une 2e fois d'affilée. Et pourtant, beaucoup de supporters au début de saison disaient ça y est, on a eu le Graal, franchement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Mais quand les échéances arrivaient et qu'on voyait l'équipe gagner, on se dit maintenant qu'on y est, on veut bien gagner. Quand on y a goûté, on a envie d'y retourner, voilà. On va pas se mentir. Et je pense que Emmanuel Mayennade va tirer ça de ce groupe. Il va leur dire qu'il y a encore mieux à faire. Vous êtes rentrés dans l'histoire, mais vous pouvez rentrer encore plus dans l'histoire. Parce que finalement, si on commence à viser aussi haut, on va parler tout de suite d'une équipe encore plus historique qui sera dans la légende de la compétition en tant que telle, parce que on a vu des équipes comme Győr récemment qui a enchaîné ce trophée, donc ça peut être aussi incroyable à ce niveau-là. On a le souvenir de Vipers Kristiansand qui l'a gagné 3 fois de suite, qui s'est effondré en suite. On connaît le scénario, c'est encore autre chose, mais qui l'a gagné 3 fois de suite, et c'était pas forcément initialement une équipe qu'on attendait à ce niveau-là, qui a réussi à créer l'histoire en le remportant plusieurs fois d'affilée, et notamment en faisant tomber Győr. L'objectif, c'est de rentrer maintenant dans la légende de la compétition. Tu as écrit ton nom, mais ça peut être encore mieux. Et toujours des étapes, on est gourmand quand même. Il le faut, ça reste du sport, et puis l'idée, c'est de gagner dans le sport, donc forcément... C'est sûr. Bon, de passage à l'entraînement, j'ai pu constater plusieurs petites choses, petits ajustements. On a retrouvé le sourire de Christina Jørgensen, on la connaît bien, on va pas forcément revenir dessus. Un des postes qui peut-être apporte le plus de questions, de travail et d'ambition, c'est le poste de pivot. Après le départ de Sarah Bouktit et d'Anne-Emmanuelle Augustine, eh bien, on peut voir l'arrivée des deux nouvelles pivots, Liu Pinta et Lindy Chepchet-Defaux, qui vont apporter à leur manière, mais qui vont apporter aussi de la différence. J'ai posé la question à Emmanuel Mayennade sur ce travail, on l'a vu beaucoup discuter avec elle à l'entraînement. Il m'explique son point de vue à ce sujet, écoutez-le. Clairement, dans la mesure où c'est quasiment les 2 seules nouvelles joueuses, que Christina revient et que Christina elle connaît les discours, elle connaît les tendances, elle connaît les exigences, elle connaît beaucoup de choses. Alors loin de moi l'idée de dire que on laisse Christina out, mais en tout cas effectivement c'est le sujet important pour nous, la façon dont on va les intégrer, dont elles vont s'intégrer, dont on va réussir à les trouver ou pas. On n'en fait pas une obsession. C'est ce que je dis, derrière chaque opportunité se cache un dur labeur. Donc on a perdu 2 pivots, certaines vont devoir faire un peu plus autour, mais il va falloir travailler encore un peu plus pour se rendre compte que c'est une opportunité. Les pivots mettaient 5, 6, 7, 8 buts par match, 9, 10, 11, 12. Il va falloir réussir à combler tout ça en trouvant d'autres ressources, d'autres leviers, d'autres responsabilités. Il faut les voir, il faut les saisir et être prêt à les saisir. Alors c'est sûr Matteo, Sarah Bouktit, Anne-Emmanuelle Augustine, ça pesait 9, 10, 11, 12, parfois plus de buts. Sarah Bouktit tirait aussi les jets de 7 mètres, elle était capitaine et vice-capitaine. C'est forcément un changement majeur pour Metz Handball et il va falloir s'adapter à ces nouvelles joueuses-là.
on ne s'attend pas à ce qu'elle marque 10-12 buts dans les matchs. Peut-être que c'est aussi un changement de plan de jeu qu'il faut attendre du côté de Metz Handball. Je pense que c'est clairement là l'enjeu principal de la saison, c'est ce plan de jeu, c'est remplacer ces 10-12 buts que marquait Sarah Bouktit au cours de la saison, le jeu très physique qu'elle imposait. On a donc de nouvelles pivots, on va voir. Parce que ça se trouve, l'idée c'est aussi de leur donner des munitions pour qu'elles prennent confiance et marquer des buts. Ils auront des ballons quoi qu'il arrive. C'est sûr, surtout à ce poste de pivot, c'est aussi beaucoup là où le handball tourne. Il faut voir comment il va manigancer tout ça, mais en tout cas, l'idée c'est aussi je pense au cours de la saison, par exemple, je ne sais pas, j'invente, mais au mois d'octobre, leur donner certains objectifs de but ou autres, et poser aussi la question comment remplacer les tirs légers de 7 mètres. On a Christina Jorgensen qui quand même les tirs aussi qui devrait même peut-être les tirer. On a vu même au Final Four Anna Albeck qui s'est tentée à plusieurs reprises. Lilou Borg les tirer à Mérignac, elle peut voilà, non, je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas trop grave, c'est plus effectivement en termes de jeu, comment remplacer Sarah Bouktit au poste de pivot. Je pense qu'Emmanuel Moyenad a bien réfléchi à tout ça. Il y a le côté défensif aussi. Et effectivement. Le côté défensif, et là on a aussi. Mais je pense qu'on a deux profils là un peu très bonnes en défense quand même au niveau des recrues. Et puis là où je pense qu'elle va être très intéressante, c'est Ngombele, son rôle à côté justement de ces deux nouvelles. Je pense que maintenant c'est elle l'ancienne à ce poste. C'est elle qui va devoir un peu les accompagner. Légère l'ancienneté, mais effectivement il y a de l'ancienneté. Ça reste, On a vu ce dont elle a été capable aussi au Final Four en termes de défense. Elle avait fermé la maison, elle avait compris son rôle et elle l'a joué à la perfection. Donc ça peut être une voilà, et puis comme d'habitude, il peut y avoir deux grandes en défense et pourquoi pas même deux grandes en attaque. C'est plein d'ajustements qui se font au cours de la saison avec des objectifs au fur et à mesure de cette année. En tout cas, Metz Handball est plutôt armé de ce côté-là, mais il y aura quand même du changement, ça va être un petit peu différent. La jeunesse. C'est certain. L'équilibre va changer et c'est curieux de voir comment ça va se passer, parce qu'entre les matchs de préparation et le début de la compétition, je pense aussi qu'il y aura encore pas mal d'ajustements et il faudra se confronter au réel des oppositions face à d'autres. Puis parlons pas de malheur, mais il y a aussi toujours les blessures qui peuvent arriver, les petits bobos, etc. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Ou alors juste les temps de laisser respirer le temps d'un match. Toi, tu me fais un joli pont, puisque j'ai envie de parler d'un autre poste, c'est le poste de gardienne, qui a fait beaucoup parler. On l'avait évoqué, la rupture du ligament croisé de Gabriela Moreschi, qui va la tenir écartée du terrain quasiment toute la saison, on va pas se mentir. Il va falloir au moins 9 mois pour revenir. Elle se fait opérer en juillet. Donc, elle a, d'ailleurs, c'est bien que tu parles de l'opération. La semaine dernière, donc là il y a 4-5 jours environ, n'était toujours pas fait opérer. Donc c'est toujours pas fait. Ouais, parfois c'est un petit peu compliqué, ça prend du temps. Donc entre le moment de l'opération et le moment du retour sur les terrains, on peut compter 9 mois, je vous laisse faire le calcul. Si elle revient pour la toute fin de saison, ce sera déjà très bien. Et encore, il faut voir dans quelles conditions aussi. Donc il faudra compter sur elle pour les saisons à venir. Mais en attendant, eh bien, il y a un vide à combler. Et ce vide à combler, on a lu pas mal de rumeurs, on a entendu pas mal de choses, des noms de joueuses circuler, des annonces soi-disant imminentes. Non, ça marche pas comme ça. Actuellement à l'entraînement, c'est Maëlle Landriot, gardienne de l'équipe de France U20, qui occupe le poste aux côtés de Sabrina Novotná. Elle était elle aussi au mondial en Chine il y a quelques semaines. Elle a été recrutée à l'origine pour jouer en National 1 avec le centre de formation. Elle est propulsée un petit peu plus vite que prévu chez les grandes. C'est un sacré gap parce qu'elle jouait en N2 encore l'année dernière dans son club formateur. On va voir ce qu'elle peut apporter. En tout cas, j'ai posé la question à Emmanuel Moyenad de savoir si sa pige avec les Dragons pouvait continuer plus longtemps. Et la réponse est oui. Si va avant ça. Il y a une réelle possibilité pour Maëlle de continuer l'aventure avec nous encore un petit peu plus longtemps. On a cherché très vite, je veux dire, au lendemain du Final Four, du lundi, on était déjà en train d'ouvrir un petit peu le réseau. Voilà, énorme coup dur dans la temporalité. On aurait eu ça 1, 2, 3 mois avant. On aurait eu plus de perspectives. Là les 3-4 pistes sérieuses qu'on avait ont toutes été annulées récemment. La dernière, il y a 4-5 jours. Donc là, on repart de zéro. Donc il va falloir réouvrir. Non pas, à mon avis, avec des nouvelles pistes, mais plutôt avec les deuxièmes propositions, les deuxièmes pistes et les deuxième niveau qui nous avait été proposé jusqu'à présent. Donc est-ce qu'on peut se précipiter ou pas, est-ce qu'on attend ou pas, mais en tout cas à date, Maëlle à mon avis va poursuivre l'aventure avec nous pendant encore un long petit moment.
Donc voilà, c'est un petit peu la, entre guillemets, surprise, mais pas vraiment une surprise. On se doutait que ce serait difficile pour Metz Handball de recruter une gardienne de premier plan à ce moment-là de la saison. Le timing, il est horrible pour le club parce que tout le monde est engagé, tout le monde a déjà des contrats à droite et à gauche. Et avant de pouvoir en changer ou de trouver quelqu'un qui aurait envie de bouger, il va falloir être un petit peu patient. Emmanuel Manade l'a dit, il y a la possibilité de se précipiter sur une joueuse de second rang ou de temporiser et d'attendre de voir ce qui peut se passer. Je pense que Metz Handball a quand même tout intérêt à temporiser et à utiliser Sabrina Novotná en numéro 1, Maëlle Landriot avec parcimonie, puisqu'il lui faut le temps de s'adapter à ce niveau-là, et de voir jusqu'où ça mène. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour Maëlle Landriot, déjà, je pense que c'est une bonne expérience pour elle, c'est sûr, mais attention, souvent, ça peut être aussi un cadeau empoisonné, ce genre de choses. Mais à ce niveau-là, je pense que Metz Handball peut bien l'accompagner, mais c'est vrai qu'il y a un gap. Forcément, il y a un écart de niveau. Et concernant Sabrina Novotná, je pense qu'il est clair qu'il va falloir qu'elle step up. Elle a montré de belles choses. Elle a montré aussi certaines limites, mais je pense que là, elle a une vraie prépa où elle sera amenée à... Donc, elle sait, en tout cas, qu'à ce jour, elle sera numéro 1. Donc, c'est une autre... Elle connaît la hiérarchie aussi. Oui, voilà, comparé à il y a un an où il y avait une hiérarchie au début très compliquée à définir jusqu'à l'arrivée de Bunsen. Là, maintenant, elle sait. C'est elle la numéro 1. Donc, il va falloir compter sur elle. Et concernant ce mercato, effectivement, je pense que vaut mieux ne pas se précipiter. Ils ont eu plusieurs pistes, ça a été compliqué. À ce jour-là, j'ai l'impression qu'ils repartent un peu de zéro. Ils ont de nouveau plus aucune idée, entre guillemets, des idées, je pense qu'ils en ont, mais des idées, il y en a toujours, et les agents ont toujours quelqu'un à proposer. Par contre, trouver quelqu'un qui peut correspondre à Metz Handball et aux ambitions du club, c'est très complexe. Et je pense que Thierry Weisman le répète assez souvent. Il en avait même fait un long discours à un moment dans une présentation par rapport à cette peur de se jeter, se précipiter. Et je pense que vaut mieux justement éviter ce genre de scénario. Et en plus, le poste de gardien, c'est vrai que ce scénario de Morichi qui se blesse si tard dans la dernière saison, c'est compliqué à anticiper parce qu'en plus, ce poste de gardien à remplacer, c'est pas facile. C'est vraiment le poste, je pense, le pire poste au niveau du mercato. C'est le poste qui a le plus changé ces dernières années à Metz Handball. En plus, et en plus, quand on sait que ces dernières années, ça a limite changé chaque saison. Voilà, c'est compliqué en tout cas. Quand on pense aux clubs qui ont 3 gardiennes et qui pourront en libérer une, ce sont des clubs entre guillemets concurrents de Metz. Ils nous ont une. Odense, Győr, ils n'ont pas envie de renforcer Metz Handball et de nous enlever une épine du pied. Donc il y a forcément des considérations annexes. C'est compréhensible pour eux. C'est difficile. Donc pour l'instant, Maëlle Landriot va donner un coup de main et on espère que ça va lui permettre de progresser et de franchir un cap. En tout cas, pour être passé à l'entraînement, beaucoup de joueuses lui donnaient des conseils, essayer de l'accompagner, etc. Donc à voir jusqu'où ça peut l'emmener. Je te propose de sortir de l'entraînement. On va parler un petit peu calendrier, parce que désormais on connaît le calendrier de la LFH et le calendrier de la Champions League. Donc on sait à peu près comment planifier nos week-ends pour toute la saison. J'allais dire, c'est bon, vous pouvez planifier, c'est bon, les gros matchs, même les plus petits, il faut être présent. Voilà. Des vacances, mais pas trop non plus. Ça débutera en tout cas au niveau, on va vous faire uniquement les matchs un peu clés, les matchs un peu importants, parce que sinon on n'a pas fini de tout vous énumérer. Mais on peut noter le match de début de la Champions League, ce sera un déplacement à Storhamar le 5-6 septembre, comme il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, ça avait été très compliqué à Storhamar. C'est une équipe qui change assez peu, qui peut être un peu piégeuse. Ouais. Et il y a 2 ans, c'était Léna Granvaux qui avait un peu sauvé les meubles en scellant un match nul dans les derniers instants. On va voir comment arrive à répondre cette nouvelle équipe de Metz Handball. On est à peu près dans les mêmes dispositions avec beaucoup de changements d'effectifs, etc. Donc ce sera un vrai test, même s'il y aura eu un match de championnat avant. Ensuite, dans les matchs clés, il y a le 7 octobre, la réception de Brest. Ça vient très tôt cette année, la réception de Brest. Ça peut donner le ton. Et justement, il y a une interview de Cléopâtre Darleux qui sort cette semaine, nouvelle directrice sportive du BBH, qui expliquait que le recrutement n'était pas complet encore pour Brest, qu'ils cherchaient encore une joueuse polyvalente sur la base arrière notamment, et qu'ils n'ont pas réussi à trouver ce qu'ils voulaient. Situation un petit peu similaire, même si ce sont des postes différents entre Metz et Brest, les deux équipes phares du championnat qui vont devoir encore s'ajuster en début de saison. C'est vrai que Brest, il y a pas mal d'ajustements à beaucoup de postes clés finalement. C'est énorme même par rapport à Metz Handball, parce que c'est des joueuses stars qui sont parties, ce sont les coachs qui sont partis, il y a un changement d'organigramme au niveau du club, donc c'est vraiment, on reprend tout et on essaie de faire autre chose. Donc, il faudra voir comment le BBH arrive à être compétitif. Et puis on le sait, on va pas se mentir, c'est souvent donc cette double confrontation qui définit un peu la suite du championnat. Et si en plus elle arrive tôt, t'as tout de suite dans la tête, mince, on a une défaite par rapport à notre adversaire direct. Ouais. Même si on le sait, il y a le changement aussi, à la fin, donc les playoffs, et on peut se rattraper entre guillemets avec ce Final Four aussi entre guillemets français. Mais ça ajoute dans la tête. Ouais.
Quoi qu'il en soit, au moment de ce match contre Brest 7 octobre, il ne faudra pas se dire c'est un match très fort à cibler. Non, il y en a un autre qui arrive juste derrière et qu'il faudra cibler tout autant. C'est le déplacement à Győr le 10 et 11 octobre. Donc on enchaîne Brest et Győr. Ça peut donner assez rapidement le ton de la saison dans les deux compétitions, de savoir comment ça va se passer. Puis ce sera aussi les retrouvailles avec Sarah Bouktit notamment et toutes les anciennes Messines qui sont à Győr désormais. Christina Jürgensen à l'inverse aussi. Ensuite, il y aura dans la liste que j'ai voulu cibler, il y a Dijon parce que cette équipe elle est quand même assez importante aujourd'hui dans le championnat de France et dans le Gotha européen. Ce match il aura lieu le 30 octobre ou le 1er novembre et il est enchaîné avec un match contre une autre équipe importante française, c'est l'équipe de Chambray qui aura lieu le 4 novembre. Donc là aussi, petit regroupement de matchs à enjeu dans le championnat de France où il faudra répondre présent. Oui, exactement. Et puis tant qu'à faire, on continue. Donc, je pense que là aussi, il y aura un moment clé dans ce calendrier. C'est au mois de novembre, surtout, une double confrontation contre Odense. On l'avait dit quand on avait présenté le groupe, c'était vraiment une confrontation à 3 avec Győr, donc Odense et Metz pour ces deux premières places. Et je pense que ça va être très important. Je pense que là, il va falloir vraiment être prêt parce que c'est donc un enchaînement sur le 7-8 novembre. Et le week-end suivant, 14-15 contre Odense, aller-retour. C'est vrai que le HF aime bien faire ça. C'est très important. Sur la fin de la phase aller, les derniers matchs de novembre, ils aiment bien faire un aller-retour avec deux équipes, mais Sandball a souvent le droit à ça. Cette fois-ci, ça tombe sur un cadre, donc méfiance plus, parce que c'est toujours difficile de se remettre la tête à l'endroit si on loupe le premier, et ça peut taper fort si une équipe perd les deux, donc ça peut être un vrai indicateur là aussi. Suivra la grande trêve traditionnelle. Cette fois-ci, c'est l'Euro en hiver. Donc, on va voir comment ça va se passer, notamment pour l'équipe de France, puis pour toutes les joueuses internationales qui sont à Metz Handball. On sait qu'il y en a énormément. Il ne restera pas beaucoup de monde à l'entraînement, encore une fois, cet hiver. Oh, mais c'est habitué. C'est vrai. Et ça reviendra avec un mois de janvier peut-être un tout petit peu plus calme que d'habitude. Le mois de janvier, il est meurtrier habituellement. L'année dernière, là, c'est vrai qu'on avait eu un gros mois de janvier. Il y a toujours beaucoup de matchs parce qu'il faut bien reprendre les compétitions à un moment donné, mais les niveaux sont peut-être un petit peu plus... ça dépendait des confrontations. Voilà, là ça va, il y a moins de grosses confrontations qui s'enchaînent, à noter tout de même. À part une. Voilà, la réception de Győr, ce sera le 16 ou le 17 janvier, et là voilà, il faudra quand même répondre présent. Mais le mois de janvier semble un tout petit peu plus abordable que ce qu'on a connu depuis quelques temps. Donc vous notez 16-17 janvier, retour de Sarah. À domicile, à Metz Handball. Il faudra lui préparer un petit accueil quand même. Bon oui, je pense que les supporters le feront. Quel genre, favorable ou défavorable? Est-ce qu'on lui met la pression? On applaudit fort et après, loupe tes jets de 7 mètres. Je crois, attention, il faut se méfier parce que Sarah, la pression, généralement, elle la prend très bien et elle aime bien ça. Et après, elle fait des gros matchs. Donc, on la connaît. Soyons tactiques, mesdames et messieurs, soyons tactiques. Match suivant que j'ai pu noter dans ma liste, c'est le déplacement à Brest le 3 février. Là aussi, il sera très important. Voilà. On connaît les enjeux, on les a évoqués tout à l'heure, on ne va pas y revenir. Et il restera pour la fin de saison déplacement à Dijon et Chambray. Donc deux équipes chez qui il faudra aller gagner des matchs sur la fin de saison. Ce sera mi-mars et début avril. On verra où en sont aussi ces équipes-là parce que ça peut fluctuer aussi un petit peu d'ici là. Et suivront bien sûr les phases finales, quarts de finale ou play-off aussi pour le HF Champions League. Et entre-temps, tout ça, la Coupe de France. La Coupe de France, etc. Et puis les play-offs qui termineront aussi. Voilà. On rajoute des matchs en jeu en fin de saison histoire de bien corser le truc. Le mois de mai sera... Ça va être quelque chose. Donc on connaît notre calendrier, on sait planifier nos week-ends, nos vacances. On sait aussi quand est-ce qu'il faut prendre le maquillage jaune et bleu, les habits et tout ce qu'il faut. Ça va être une saison, encore une fois, assez dantesque, c'est certain. On a vu le calendrier, Mathéo. Je voudrais qu'on revienne sur un événement. On prend les choses un petit peu dans le désordre, mais il y a eu un événement la semaine dernière qui était la présentation du documentaire consacré au Final Four de Metz Handball qui s'intitule Au-delà des sommets. Qu'est-ce que tu peux nous proposer à ce sujet? Écoute, effectivement, j'y étais, j'ai eu la chance là. Donc, belle soirée, il y a eu quasiment, je crois même toutes les joueuses à ma connaissance. Et même Sarah Bouktit qui était là. Elle était encore dans le quartier. Elle était encore effectivement dans le quartier. Elle prenait l'avion 2 jours après. Donc aujourd'hui, vous avez vu les vidéos où elle se baladait dans le vestiaire de Győr, etc. Donc en fait, petite anecdote, c'est vrai que quelques jours avant ce documentaire, on l'avait vue avec un maillot de Győr sur la page officielle du club, etc. Non, elle a jamais mis de maillot, c'est pas vrai. En fait, elle
Elle l'avait pas encore mis, c'est le club de Győr qui a fait ça avec l'intelligence artificielle, tout simplement. Ouais, un petit coup de Photoshop, un petit coup d'IA, ça marche toujours. Elle a dit elle-même, elle était étonnée. Je dis mais non, mais j'ai jamais mis le maillot encore. Donc voilà. Je pense que là, depuis, c'est chose faite. On la gardera pas en jaune Là, et c'est bleu, bon. Là, depuis, elle a changé. Elle est maillot vert. Ça, malheureusement, ça y est, c'est changé. Je sais pas si elle parle hongrois encore, mais. Ouais, on va se contenter de l'anglais. Mais effectivement, la soirée était assez cool. Ça a permis forcément de revivre un bon moment. Bon, on a été spoilés. On a gagné à la fin. Voilà, petit spoil. Non, c'est vrai? Ouais, c'est pas un rêve. Okay. On est toujours là. Hein. Mais plein d'anecdotes à vivre. Justement, toi qui étais au Final Four et qui étais aussi à la présentation du documentaire, est-ce que tu as retrouvé les émotions du Final Four dans le docu? Oui, clairement. Et puis, au-delà des émotions qu'on avait, parce que il y a quand même les petits frissons quand on voit certaines scènes, ce qui est forcément intéressant, c'est qu'on rentre dans le vestiaire. Et le vestiaire, comme j'avais pu le voir, c'est un lieu sacré, souvent caché. C'est rare de l'ouvrir. C'est très rare. Donc, dans notre reportage que vous avez peut-être pu voir, effectivement, le président Weissman explique qu'au début, on se demandait, ça peut être bien, mais est-ce que ça va pas faire peur à Manu Mayonade, parce que forcément, ça rajoute une pression. C'est quelque chose, on est filmé, les joueuses peuvent se déconcentrer. Et au final, ça s'est très bien fait. Ils étaient discrets, les caméramans. Les joueuses, elles ont dit c'est vrai, quelqueforis, on regarde, on a l'œil, on se dit qu'est-ce qu'il fait? Et puis après, bon, c'est dans le truc, ils ont l'habitude. Il y a plein de scènes assez intéressantes, mais je ne vais pas spoiler parce que voilà, vous serez amené à le regarder au cours de la saison. Il y a eu 2 séances qui ont été faites parce qu'il y a eu un grand succès de la billetterie, un vrai engouement. Et ce documentaire, il est destiné aussi à être mis à disposition des chaînes de télévision et aussi d'être présenté au festival du film sportif qui a lieu chaque année. Donc voilà, il va être présenté à plusieurs reprises. Il y aura d'autres occasions de le voir. Mais c'est vrai que voilà, ceux qui ont eu la chance de le vivre au cinéma, c'est encore une expérience. C'est une version 30-35 minutes environ qui a été présentée au cinéma. Et normalement, il devrait être amené à être prolongé, enfin plus long en tout cas, ce sujet. Ça devrait être un 52 minutes vendu. Donc d'ici là, il y a encore de nouvelles scènes qui devraient être diffusées finalement. Donc je pense que ceux qui ont vu vont peut-être le revoir, mais d'un autre œil. Il y aura le director's cut et puis la version enrichie, etc. Ok, je vois le concept. Normalement, après d'ici là, ça se trouve, il y a encore des changements, mais c'est ce qui a été planifié. Ok, je vois le concept. On va voir comment ça se déroule de ce côté-là. On a fait un peu le tour. Un beau tour de l'actualité de Metz Handball. Et il nous reste à dire au revoir à nos chers spectateurs et on espère avoir l'occasion de les retrouver. L'actualité va continuer. Il y a toute la préparation de Metz Handball, des amicaux, un stage en Hongrie et puis le tournoi à Strasbourg aussi. Donc on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Sinon, je vous le dis déjà, Dragon Mag en bonne et due forme sur le plateau avec les chroniqueurs, etc. reviendra le 28 août. On est déjà en train de préparer tout ça. D'ailleurs, vous avez peut-être aperçu, c'est un peu en travaux ici. On a volé un canapé du Graouli Mag. Dragonette qui est là. On a mis Dragonette avec nous, mais voilà, on va remettre tout ça en ordre pour reprendre à la fin de l'été. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Si vous êtes au travail, profitez-en aussi, c'est pas grave, courage. Et puis, on se retrouve très bientôt.